donc j'accueille tout de suite sur cette table ronde Thomas Lesser pour le CIRTA, Bonjour. Mohamed Ouergui pour le CIRTA aussi. Vous êtes venus en nombre aujourd'hui et Lionel Jeannot pour la FIDI. Bonjour Lionel. Bonjour. On peut peut-être faire un petit tour rapide de table pour vous présenter rapidement. Qui veut commencer, Lionel? Bonjour, donc je suis Lionel Jeannot, je suis président de la FIDI et en parallèle, je suis président d'L3A, L3A Diag en charge des diagnostics et repérages, diagnostics immobiliers, repérages avant travaux et plomb, L3AR, accrédité COFRAC, en charge des mesures d'air en amiante, en plomb et hygiène industrielle, et puis L3A Lab dans le cadre des analyses suite aux prélèvements que nous réalisons. Merci Lionel. Thomas? Oui, bonjour à tous. Donc Thomas Lesser, je suis secrétaire général du CIRTA. Donc au sein du CIRTA, je suis membre associé, c'est-à-dire étant par ailleurs donc maître d'œuvre amiante à EMO. Donc je fais partie des membres associés, les membres actifs étant les entreprises de retrait. Et voilà, donc secrétaire général et j'anime je participe à différentes commissions de travail et je copilote pour le CIRTA le projet de rédaction des règles techniques du désamiantage. Voilà, Mohamed Ouergui. Bonjour, pareil que Thomas, donc membre du CIRTA, donc en tant que membre associé et donc administrateur auprès du CIRTA, membre du conseil d'administration, en charge moi du collège repérage dans le cadre du CIRTA, qui est le syndicat des désamianteurs, et voilà, donc est présent avec vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Voilà. Même présenté, juste pour rappeler le CIRTA, il y a combien d'adhérents aujourd'hui dans le CIRTA? Bon, ça représente beaucoup de grosses entreprises, hein, donc. On a une centaine de membres. Et grosso modo moitié membres actifs, donc société de désamiantage avec effectivement les principales sociétés de désamiantage sur le territoire. Et donc l'autre moitié, c'est les membres associés qui comprend les organismes de repérage, les organismes de formation, les maîtres d'œuvre, la filière des déchets. Voilà. Et la FIDI représente en termes de diagnostiqueurs? On a plus de 1000 opérateurs de repérage et 600 entreprises. Voilà. Donc on a quand même ces deux filières effectivement qui sont bien représentées aujourd'hui. Merci à vous. Alors on avait prévu sur cette table ronde d'aborder plusieurs sujets. Alors le premier sujet sur lequel je voulais vous amener, c'était sur les mesures d'air dans le cadre du Covid, effectivement, hein, parce que le Covid, bon, personne n'a pu tout le monde s'est aperçu que ça a modifié pas mal les manières de travailler. Et donc aujourd'hui, peut-être Mohamed, aujourd'hui sur les chantiers, ça modifie un peu les protocoles. Alors effectivement, le protocole, tout ce qui s'est passé avec cette catastrophe qui est le Covid-19 dans nos chantiers, c'est qu'en fait, ça a apporté un temps d'intervention qui est un peu plus long, une distanciation qui est nécessairement la barrière la plus importante et un équipement, même en phase d'intervention, c'est-à-dire en phase de préparation à l'intervention, qui résulte de ces conditions d'hygiène donc en fait c'est plutôt beaucoup de temps en plus et beaucoup plus de précautions dans le cadre de la relation entre équipes dans le cadre du travail. Oui, en termes de si on regarde les coûts que ça a pu avoir en termes d'impact, je vois Lionel là qui levait les yeux, c'est que les coûts sont importants, Lionel Jeannot? Il y a des coûts supplémentaires. Ils représentent un certain pourcentage que je peux pas évoquer là parce que il faut encore un peu de temps. Mais c'est à la fois du temps supplémentaire parce que les missions s'organisent différemment, en équipement un peu complémentaire, bon, sachant qu'on est là, on parle du prélèvement d'air, hein, donc ça désorganise et il a fallu se réorganiser et à la fois sur le back-office et à la fois sur l'organisation des prélèvements. Oui, donc il y a en effet des coûts supplémentaires. Maintenant,
l'épidémie n'est pas terminée, on est toujours il faut toujours être prudent. Les aménagements sont en train de se faire, on sent des évolutions par rapport entre il y a 2-3 semaines et maintenant, où les gens, en respectant les distanciations et les gestes barrières, on arrive à avoir des organisations plus fluides, puisque d'une part, les habitudes se sont mises en route, les réflexes aussi se sont mis en route, ce qui fait que maintenant, on arrive à une fluidité tout en restant prudent. Après, ouais. Mais quels sont les principaux points, finalement, on parlait d'entrée en zone, mais quels sont les principaux points qui freinent aujourd'hui le Covid? Qui freinent le Covid ou qui non, freinent alors oui, ça c'est mal utilisé en tout cas. Le Covid, qu'est-ce que ça freine en termes d'activité? Quelles sont les principales contraintes que vous avez? Quand le nombre de personnes sur les chantiers, donc c'est vrai que ça demande, quand vous êtes contraint, quand vous devez réaliser des mesures d'air, le nombre de gens qu'il y a sur le chantier est important, donc il faut et à la fois agir vite, tout en ayant les bons réflexes pour faire son boulot, respecter les gestes barrières et les différents protocoles, ce qui est pas toujours simple. Donc, en fait, c'est dans l'organisation et la fluidité des rapports et des missions que ça devient, que c'est compliqué. Et voilà, encore une fois, hein, là, c'est en train de s'améliorer puisque voilà, les habitudes se mettent en place. Les rentrées en zone, finalement, Mohamed, c'est peut-être le point clé, le point le plus complexe. Nous, on va se dire quand même que dans l'amiante, on a quand même la chance, c'est que l'équipement et la protection individuelle, c'est quelque chose qui existe de fait dans la protection des salariés. Donc ça, c'est une chose qui est importante, qui a facilité la bonne appréhension des gestes barrières et surtout des équipements dans le cadre du Covid. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, avec le Covid, ça réorganise, en fait, comme il l'a dit Lionel tout à l'heure, ça réorganise en fait les équipes et ça organise en fait le fait que on essaye de penser toujours à la distanciation, ce qui est des fois dans le cadre du boulot assez complexe en phase travaux, mais également il faut essayer aussi hors de la zone de travail de garder aussi des protections individuelles que d'habitude les salariés ne portent pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui rend un petit peu les tâches un peu plus difficiles. En fait. Voilà. Oui, parce que les zones de repos, finalement, comment on peut faire? Parce que finalement, on a des métiers qui sont éprouvants. Est-ce que les équipes arrivent à se reposer correctement? De manière générale, elles y arrivent, mais c'est vrai que l'élément du Covid a quand même apporté pas une contrainte, si c'est une contrainte, mais a apporté un élément, une charge supplémentaire sur l'exploitation en phase chantier, parce qu'on doit avoir des points d'eau un peu plus en fait différents par rapport à une installation classique. Et donc en fait, si vous voulez, c'est des éléments qui ont grévé en fait financièrement et même avec le temps les entreprises dans le cadre de leur intervention. Mais ça se passe maintenant avec le temps. Il y a des process qui ont été mis en place qui fait que c'est comme toute chose nouvelle. En fait, il faut un peu le temps et les choses arrivent et rentrent bien. Oui, vous avez tous sorti FIDI et CIRTA des guides aussi pour aider les opérateurs à mieux travailler. Alors, si on regarde maintenant, en rentrant dans le vif du sujet, on ne va pas parler Covid, on a suffisamment parlé. Rentrons dans le vif du sujet sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, on se disait, quand on avait préparé cette réunion, c'est qu'effectivement, le préleveur doit être à côté de l'opérateur lors des processus, donc ils doivent être travaillés main dans la main. Il y en a un des deux là Lionel, c'était. Oui, il est très important, et là on parle des méthodes, que le technicien de prélèvement soit présent évidemment sur le chantier, mais à côté du technicien qui va faire les différentes opérations, parce qu'il faut qu'il puisse enregistrer la description des différentes phases pour que la méthode soit exploitable après. Et c'est très important parce qu'on peut se rendre compte que l'outil qui était prévu ne va peut-être pas forcément être utilisé ou que
la façon dont il va retirer le matériau n'était pas ce qui avait été décrit ou commandé au départ. Et donc, c'est vraiment très, très important que lors des méthodes, le technicien soit en zone. Alors, bon, il y a le Covid, mais les entreprises de désamiantage, maintenant, commencent à demander à ce qu'on rentre en zone parce qu'il faut que les mesures d'air soient exploitables. Quand tu dis technicien, tu précises le préleveur. Hein. Oui, je parle du technicien préleveur d'air ouais. qui doit accompagner l'opérateur de désamiantage pour la réalisation des méthodes opérateurs. Et donc, l'accompagner pendant tout le processus de prélèvement de manière à ce que ce soit représentatif et qu'on puisse changer de filtre quand c'est nécessaire parce qu'on peut avoir des surcharges. Et puis en plus, avoir un descriptif qui correspond absolument aux opérations en cours et que ce soit parfaitement en phase. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit en symbiose, s'adapter aux horaires de chantier puisque ça peut être décalé, parce que c'est la vraie vie de chantier où quand les opérations de processus sont prévues à telle heure, généralement il y a des décalages. Et donc c'est vraiment très important de pouvoir faire ça en accompagnement et je vais dire en jumeaux pratiquement. Oui, parce que je rejoins parfaitement ce que Lionel dit par rapport aux préleveurs et les opérateurs de retrait des entreprises. En fait, c'est vraiment un duo commun pour que la mesure soit la plus représentative possible du poste de travail. Donc là, ce sont les méthodes. Et en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les mesures, il faut bien caractériser les bonnes phases opérationnelles de travail. Si c'est la totalité du processus ou des phases opérationnelles différentes, il faut vraiment que ça corresponde, que la mesure corresponde bien à ce que l'opérateur de retrait exécute, parce que ce qui permettrait à l'entreprise derrière d'avoir des mesures qui respectent bien ce qui a été mesuré, en fait, ce qui est la véritable mesure qui a été faite sur le terrain. Et ça, cette réadaptation en phase chantier est super importante. Voilà, il faut que les deux protagonistes, le laboratoire et l'entreprise de retrait, travaillent vraiment main dans la main parce que dans la phase chantier, on a des choses qui diffèrent. On a la vie du chantier, c'est pas celle qu'on a simplement dans les documents. Elle peut différer avec plusieurs contraintes, on va dire, du chantier qui impose soit des changements ou des modifications. Mais c'est ça, en fait, c'est le fait de bien s'adapter à la situation, à la réelle situation qui est exposée dans le chantier. Voilà, il y a des questions là qui commencent de Yannick. Yannick, posez vos questions dans la partie questions-réponses, ici c'est vraiment une question. Comme ça, on va les reprendre. Parce que finalement, on n'oublie pas, mais tout ça pour rappeler que c'est la valeur limite, la VLEP, qui est importante. Tout ça, on le fait pour la détection et pour la protection des travailleurs en zone. Est-ce que Xavier, tu peux reprendre ? Oui, je disais, tout ça, c'est fait pour la protection des travailleurs en zone, ces analyses. Et donc, du coup, si on fait pas ça que pour prendre une analyse, c'est que derrière, il y a un sens à tout ça. Il y a un sens de manière générale à l'entreprise de retrait, mais il y a un sens aussi à la gestion générale du chantier. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du moment où on écrit quelque chose qui n'est pas hypothétique, mais qu'on souhaite que ça se réalise comme ça, je veux dire, cette mesure-là, elle est là aussi pour vérifier si réellement on est en protection au niveau des salariés, on est en protection aussi du chantier de manière générale. Et en fait, ces mesures, elles ont un sens complet pour l'entreprise. Et d'où l'intérêt que l'ensemble des opérateurs puissent coller parfaitement à l'approche du laboratoire et que les deux travaillent main dans la main. Je rebondis, elle a d'autant plus d'importance qu'elle va dans l'évaluation des processus, ce qui est très important dans le cadre des amiantages. Et alors, je rebondis sur une remarque qui précise que si le préleveur a une fenêtre de visite, est-il obligé de rentrer en zone ? La fenêtre de visite, c'est pratique. Ça peut permettre de voir un certain nombre de choses. Dans le cadre d'opérations de prélèvement sur opérateur, on ne voit pas toujours, en fonction des zones et en fonction du type de processus, suffisamment bien la réalisation des tâches pour bien les décrire. Et puis, second point, c'est que si le filtre est surchargé, à travers la bulle, on ne va pas voir grand-chose.
Et puis en plus, on ne va pas pouvoir passer les mains. Donc l'idéal, c'est quand même de rentrer en zone. Oui, il faut rentrer en zone pour pouvoir travailler. Il y avait une question d'ailleurs de Yannick qui posait la question. Il faut aussi que le désémenteur joue le jeu et laisse la possibilité d'accompagner les opérateurs. Laisser l'accès à la zone. Voilà. En fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer. En fait, c'est que le laboratoire donc, on a une exigence vis-à-vis du laboratoire, mais c'est surtout les opérateurs qui doivent aussi se montrer, alors quand je dis bienveillance, c'est pas la bienveillance, mais se montrer totalement coopérative de la stratégie qui a été mise en place avec le laboratoire, qui permet derrière d'avoir un prélèvement qui soit le plus représentatif du processus qui doit être vérifié. Donc, si vous voulez, de manière générale, on a bien ce lien entre laboratoire et entreprise. Et quand je dis entreprise, opérateur de retrait, chef de chantier, donc la phase dite chantier, qui permet derrière de pouvoir bien avoir un résultat qui soit le plus représentatif, parce que c'est un intérêt non seulement pour l'entreprise, mais c'est un intérêt pour la vraie mesure, en fait. Oui, donc il y a une collaboration à avoir entre ces deux acteurs. Moi, j'avais pris une note qui était la limite de détection. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était cette note limite de détection? Il y a une limite de détection? Oui. Je ne vois pas le rapport, mais bon, la limite de détection, c'est par rapport à l'analyse. Mais bon, là, on n'est pas dans le contexte du prélèvement d'air. Ouais. Alors, si on rebondit là-dessus, c'est aussi, alors je ne sais pas si Lionel pourra parler aussi là-dessus, c'est que effectivement, il y a aussi un élément, c'est que sur les prélèvements, sur les méthodes, quand il y a un retrait d'un MPCA qui est fait par un opérateur, il y a aussi ce principe de pouvoir savoir qu'on retire bien des produits amiantés. Je pèse mes mots parce que des fois, on se retrouve avec des mesures. Bon, après ça, le laboratoire rendra un rapport avec des filtres qui sont faiblement amiantés, on va dire, par rapport aux matériaux qu'on trouve. Mais c'est primordial de bien confirmer en fait que le matériau qui est retiré par l'entreprise de retrait dans la phase de mesure, bien sûr, soit aussi vérifié par le laboratoire qui fait la mesure d'air, parce que des fois, on peut se retrouver avec des problématiques où il y a des zones avec des matériaux qui ne sont pas amiantés et qui ont été retirés avec des méthodes en cours. Voilà. Donc, ça, c'est une problématique qui est quand même majeure. Lionel, tu voulais préciser quelque chose là-dessus? Non, je suis d'accord. Ouais. Si on regarde maintenant la stratégie du chantier, on en parlait, là, je voyais Thomas qui bout d'impatience pour intervenir, mais on en parlait, on se disait aussi, il faut s'adapter au chantier. Et que effectivement on fait un plan de retrait et de prélèvement d'air avec des stratégies d'échantillonnage, mais enfin tout ça c'est quand même, ça reste théorique au début, et donc les choses évoluent et il faut pouvoir s'adapter. Oui, parce que en fait, ce qu'on constate, moi, quand je fais mes retours d'expérience de suivi de chantier en tant que maître d'œuvre, c'est qu'effectivement, réglementairement, donc il est demandé dans le plan de retrait une stratégie de prélèvement, de positionnement, notamment des prélèvements d'air. Donc là, je parle plus des méthodes environnementales pour la surveillance environnementale du chantier. Et puis le chantier démarre, et puis le plan de retrait, c'est un document qui a été fait il y a plus d'un mois. Il peut y avoir eu des changements entre-temps, des suggestions du chef de chantier à la dernière minute sur l'aménagement des installations de chantier, et il peut y avoir des modifications de positionnement de sas, de choses comme ça. L'entreprise, la plupart du temps, fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire fait son avenant au plan de retrait pour signaler ces changements, mais souvent on se rend compte que au niveau de la stratégie, ça suit pas. Alors bon, parce que dans un premier temps, l'entreprise dans la précipitation du démarrage du chantier ne pense pas forcément à remonter l'information, mais aussi il faut là aussi le préleveur, comme c'est important pour la méthode qu'il suive bien les tâches réalisées, c'est important aussi que le préleveur suive bien, jette un coup d'œil critique sur la stratégie qui a été établie pour voir si on est toujours dans la même configuration de chantier et s'il ne faut pas modifier un peu les prélèvements, en faire un de plus ou un de moins, parce que finalement, on a les zones d'approche des deux sas qui sont confondues, donc ça ne sert à rien de poser deux pompes à 1 mètre l'un de l'autre. Voilà, c'est vraiment, on en revient aussi, là aussi, du point de vue des mesures environnementales, sur la nécessité de la parfaite collaboration entre le labo, le préleveur, parce que c'est lui qui, au final, qui vient sur le terrain, et l'entreprise de
alimentages, en l'occurrence le chef de chantier, pour il faut vraiment qu'il y ait un échange pour se dire, voilà, le chantier démarre, est-ce que je suis bien dans la est-ce que tu es bien, toi, chef de chantier des alimentages, est-ce que tu es bien dans la configuration qui était prévue dans le plan de retrait et donc qui est transcrite sur la stratégie, ou est-ce qu'il faut qu'on adapte des choses parce que tu as modifié ta configuration de chantier. Il peut y avoir aussi simplement des modifications de planning qui font que on va rapprocher les prélèvements, que ce soit les prélèvements environnementaux, voire les méthodes, parce que finalement, on va plus vite et puis il va y avoir une méthode processus à réaliser plus tôt. Voilà. Là aussi, il faut vraiment continuer à travailler là-dessus, passer le cap pour que le laboratoire, le préleveur et l'entreprise de alimentage via son chef de chantier soient des partenaires quotidiens du chantier. Ouais. Pour qu'à la fin, on ait la métrologie qui veuille dire quelque chose. Ouais. En méthope, que les prélèvements ont été bien faits au moment où on a une phase émissive à risque, et aussi bien pour l'environnement du chantier, pour que les prélèvements d'air puissent bien apporter une réponse à est-ce que j'ai pollué ou pas pollué, parce qu'une mesure d'air faite au grand vent, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Lionel, je te voyais réagir, mais aujourd'hui, est-ce que c'est en termes de prélèvement d'air, est-ce que c'est le cas systématiquement? Il faut s'adapter et il y a un décalage qui est systématiquement flagrant entre ce qui était prévu et ce qui est la réalité, ou c'est assez rare? Non. Alors, c'est pas systématique, c'est pas rare, c'est la vie de chantier. C'est-à-dire que ce que dit Thomas est tout à fait réaliste, c'est-à-dire que le plan de retrait est fait à une époque donnée, la stratégie se base dessus, et puis après, l'évolution du chantier, la mise en place des zones font qu'il y a des discordances, il peut y avoir des discordances entre le déroulement du chantier, les différentes zones, les phasages, et là c'est le préleveur qui doit observer, comparer avec ce qui est prévu et mettre à jour. Et là, ça demande une organisation de la part de la société, du laboratoire, de manière à ce que les différents circuits de communication entre le technicien préleveur, le stratège et l'administratif, ça dépend comment ils sont organisés, se coordonnent bien de manière à ce que l'ensemble, le constat technique du technicien et, in fine, le rapport de prélèvement et le rapport final in fine, soient à jour et correspondent parfaitement à la réalité du terrain. Mais j'allais dire, pour le coup, c'est notre métier de base et c'est ça qu'on doit faire. C'est pas aller poser une pompe parce qu'elle a été prévue il y a 3 mois dans un plan de retrait, dans une stratégie sur la base d'un plan de retrait et de poser bêtement la pompe. Non. Et les techniciens doivent être correctement formés, et maintenant les procédures le prévoient, pour justement qu'ils aient le réflexe, qu'ils se posent les bonnes questions, qu'ils aient les outils pour que l'information remonte et qu'in fine, le rapport soit à jour. Mais c'est lourd à mettre en place, c'est un coût. Hein. Et là, on arrive peut-être à un point important, mais c'est-à-dire que entre le fait de poser une pompe et de ne pas de poser de questions, et d'avoir un gars qui est formé, qui pose correctement la pompe, qui se pose des questions et qui va faire correctement son boulot, il va y avoir un temps de mise en place sur place qui va être peut-être un peu plus long que le simple dépôt d'une pompe. Voilà, c'est pas du simple double, mais voilà. Et c'est ça notre métier, c'est qu'on puisse faire un prélèvement d'air qui soit représentatif d'une situation pour qu'in fine, on ait un descriptif global et qu'on soit sûr de ne pas avoir exposé, parce que si on doit rappeler les choses, on est sûr que personne n'a été exposé, ou s'ils l'ont été, qu'on puisse avoir une traçabilité pour pouvoir, dans la fiche d'expo, leur expliquer et leur dire s'ils ont eu à prendre des risques. Oui, parce que c'est pas un prélèvement d'air pour un prélèvement d'air, comme on disait. Hein. C'est un prélèvement d'air dans un objectif de protéger les opérateurs et l'environnement. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, ton propos, tu veux dire par là qu'effectivement, on peut pas, en termes de coûts, on peut pas serrer trop les coûts parce que sinon on peut pas faire le travail correctement. Et donc, on peut plus s'adapter au chantier qui lui-même, par nature, évolue. C'est comme dans tout, hein, c'est-à-dire qu'après, c'est des choix, et en fonction des choix qu'on fait, on a les prestations, mais ça, c'est vrai partout qu'on a, et ça dépend des risques qu'on veut prendre ou qu'on ne veut pas prendre. Voilà. Mais il est clair que pour avoir un retour de ce qui se passe sur le chantier et qu'on fasse des prélèvements corrects et qui correspondent à une réalité de chantier, il faut que les gars aient le temps de bosser.
Et donc, il faut leur laisser le temps de bosser. Et donc, dans le cadre d'une planification et d'une installation de pompe, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'on voit du coup, pour Thomas ou Mohamed, des donneurs d'ordre, finalement, parce que c'est le donneur d'ordre qui supporte in fine ce coût-là, des donneurs d'ordre qui renaclent un peu à la prestation parce que ils veulent pas supporter ce coût complètement. Si on leur explique pourquoi on fait les mesures, si on leur explique d'où l'intérêt, enfin évidemment, on va dire je prêche pour ma paroisse, mais si le donneur d'ordre s'est associé à un maître d'œuvre amiante, déjà le maître d'œuvre amiante va expliquer bien concrètement pourquoi on fait les mesures, et deux, le maître d'œuvre amiante va aussi être là en tant que garde-fou vis-à-vis du donneur d'ordre pour qu'il y ait des mesures de fait là à l'endroit où elles doivent être faites, c'est-à-dire là où elles vont apporter une réponse en termes de surveillance de l'environnement. À partir du moment où vous expliquez ça aux donneurs d'ordre, moi, j'ai jamais eu un donneur d'ordre qui m'a dit vous prévoyez trop d'analyses dans votre cahier des charges. Non. Ouais. Parce qu'au préalable, on lui aura expliqué le pourquoi du comment, pourquoi il faut prévoir les analyses, pourquoi dans certains cas, moi je préconise des mesures environnementales 2 fois par semaine, alors que le guide d'application préconise minimum 1 fois par semaine. En site occupé, moi c'est systématiquement 2 fois par semaine en phase de retrait. Mais si au préalable, le maître d'œuvre amiante a expliqué au donneur d'ordre, le pourquoi du comment, là-dessus, moi j'ai jamais eu un refus en disant non, vous restez strictement sur le minimum recommandé et puis ça m'ira bien. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que quand on explique et qu'on forme, finalement, informe correctement les personnes, les personnes comprennent les enjeux. Et donc, c'est ça qui est important. D'ailleurs, ces conférences participent aussi à informer les maîtres d'ouvrage sur les enjeux et qu'ils aillent au bout de la prestation. Mais il faut bien comprendre que ces mesures, c'est pas une tare, parce que certaines entreprises pensent que c'est une tare. On parle d'opérateurs qui pensent que c'est une tare ou autre chose. En fait, l'idée générale, c'est que si ces mesures existent, elles existent pour l'ensemble des acteurs du chantier, qu'elles soient pour la maîtrise d'ouvrage, parce que comme Thomas l'a expliqué tout à l'heure, avec les mesures environnementales, quand on a un site occupé et qu'à côté de la zone de travail, on a du personnel ou on a des habitants, ça c'est quelque chose qui est important aussi pour le propriétaire, donneur d'ordre, qui comme on doit lui expliquer, l'intérêt de ces mesures, elle est là pour vérifier que l'entreprise et surtout que le chantier se passe correctement et se passe comme ce qui est convenu dans le plan de retrait initial. Donc, l'idée, c'est vraiment que ces mesures, elles ont un sens. Il faut bien expliquer effectivement leur intérêt à des personnes qui ne sont pas de ce métier, mais elles ont tout un sens et elles ont toute une cohérence si elles sont faites dans les règles de l'art, bien sûr. Oui. Alors, en termes de données, parce que finalement, quand les données évoluent, tu parlais, Lionel, de mise à jour des rapports, il faut pouvoir partager aussi ces rapports. Donc ça, c'est un sujet qui est complexe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une interopérabilité entre les différents rapports, les différentes solutions qu'utilisent les opérateurs pour que dès qu'il y a une évolution sur un chantier, tout le monde soit au courant? C'est-à-dire la courroie de transmission entre le technicien qui est sur place et la remontée administrative. Oui. Je vais te donner un exemple. Là, il y a une question qui dit, mais alors le préleveur doit être formé à la stratégie d'échantillonnage. Mais c'est en lien avec ça. D'une façon pratique, tu as un technicien qui est formé et qui vient faire un prélèvement sur lequel il va se baser avec ses outils, soit papier, soit informatique, sur lequel il va retrouver la stratégie et savoir où est-ce qu'il va poser son prélèvement. Il va poser le prélèvement, il va se rendre compte que la zone n'est pas celle prévue au départ. Soit il communique par mail, soit il appelle son stratège. Et d'une façon pratique, moi je le vois régulièrement, le stratège il est au téléphone, il répond au technicien, et le stratège lui dit en direct, il dit bon ben voilà, tu la poses là, tu fais ça. Ça permet de changer. Je te donne un exemple, comme je le vois, mais il y a d'autres entreprises qui ont des trucs beaucoup plus malins, mais ou peut-être plus différents, mais qui vont permettre justement de remonter l'information et que ce soit en phase. Aujourd'hui, on a des moyens modernes, divers et variés, qui permettent justement de pouvoir corriger le tir. Au pire, s'il n'a pas de moyens, il prend la décision et puis il la rapporte après. Mais ça fonctionne. Mais c'est nécessaire. Oui, il faut mettre à jour en temps réel. Il y avait une question de Philippe, on va aborder quelques temps de questions. Une question de Philippe qui disait les entreprises de deuxième montage sont-elles demandeuses d'une telle qualité? Peut-être pour Mohamed, peut-être De manière générale, j'ai envie de répondre, et Thomas va
va me suivre, je pense. De manière générale, les entreprises, la métrologie du chantier, elle a un sens sur le retour d'expérience et elle a un sens sur ce qu'ils ont écrit dans un plan de retrait. Donc, de fait, bien sûr, l'entreprise, elle a besoin de cette qualité déjà pour un suivi de processus et elle doit savoir si tout ce qu'elle a pu écrire respecte parfaitement ce qu'elle a déjà entrepris dans d'autres chantiers avant. Ou si elle ne l'a jamais entrepris, qu'elle respecte bien, qu'elle est en dessous des éléments qui sont indiqués sur une base qui est la base scolaire. L'idée générale, c'est qu'effectivement, on croit toujours que l'entreprise n'a pas et pas de bonne foi, parce que je l'entends souvent, mais en fait, l'entreprise, de manière générale, elle a autant besoin de ces mesures que de la maîtrise d'ouvrage, donc que le propriétaire. Donc, normalement, si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que si la relation entre le laboratoire et l'entreprise, on discute de manière cohérente et surtout constructive dans l'intérêt du chantier, je ne vois pas de problématique et la qualité, elle sera au rendez-vous. Bien sûr, après, c'est toute une question aussi de coût. Si on cherche un moyen coût, on ne va pas se retrouver avec une qualité énorme. Lionel? En fait, c'est un laboratoire de prélèvement, c'est une qualité de service et une qualité de travail. C'est deux choses. On peut avoir la qualité de travail sans la qualité de service. Ça veut dire que dans le monde du chantier, la qualité de service est importante parce qu'il faut pouvoir être à géométrie variable et s'adapter en permanence. Alors, il y a peut-être dans les auditeurs des gens qui ont la chance de suivre des chantiers qui se passent parfaitement bien au cordeau. Je ne sais pas, Thomas, peut-être quand on le voit, mais c'est quand même très rare. La vie de chantier fait que de toute façon, ce qui généralement est prévu n'arrive pas forcément au moment où on l'a prévu, ou quand ça arrive pas dans le bon sens. Et là, les laboratoires doivent vraiment s'adapter j'allais dire, aux différentes possibilités de planning, de ce qu'on a évoqué. Donc ça, j'allais dire, c'est la qualité de service. Et puis après, la qualité technique, qui est, j'allais dire, nécessaire, mais elle va avec cette qualité de service, parce qu'un prélèvement bien fait sera forcément représentatif d'une situation. Donc c'est deux choses. Maintenant, c'est pareil pour les sociétés de prélèvement, de désamiantage. Il y a des gens qui font le choix de porter les deux à leurs clients, et puis d'autres qui font que... C'est comme dans tous les marchés, il y a des gens qui veulent avoir quelque chose de complet, quand d'autres veulent avoir quelque chose entre deux. Il y avait Fabien qui posait une question, ce qui dit le COFRAC fait la différence entre un préleveur et un responsable d'intervention. Oui. La nuance est là, notamment sur la prise de décision sur le terrain. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer En fait, le niveau de validation d'un préleveur ou d'un responsable d'intervention n'est pas le même. Et c'est vrai que le responsable d'intervention est plus autonome dans sa prise de décision sur site, là où le préleveur, de par sa validation dans ses compétences techniques, sera un peu plus limité. Donc ça veut dire que le préleveur va devoir être accompagné à distance ou sur place par un responsable, alors que le responsable d'intervention? Le responsable d'intervention sera complètement autonome. Ouais. Mais c'est vrai que dans les labs 26 et 28. C'est le cas. Est-ce que Thomas, du coup, comme tu en parlais tout à l'heure pour les maîtres d'œuvre amiantes, est-ce que du coup aujourd'hui c'est systématique on voit l'importance de la sensibilisation du maître d'ouvrage, de l'accompagnement du maître d'ouvrage pour arriver sur quelque chose de qualité et donc faire des mesures qui ont du sens et qui ont un intérêt, parce que faire des mesures pour des mesures, on le disait, c'est pas ça l'objectif, c'est de faire des mesures pour protéger les personnes et l'environnement. Est-ce que le fait d'avoir est-ce qu'il y a systématiquement un maître d'œuvre dans les travaux aujourd'hui, ou c'est encore pas systématique? Non, sur les travaux de désamiantage, on est loin d'être systématique de la présence d'un maître d'œuvre. Après, voilà, ça dépend de la sensibilité du maître d'ouvrage. C'est sûr que de toute façon, une opération de désamiantage pour un maître d'ouvrage, c'est toujours un coût stérile,
puisque c'est de la démolition et au final, qu'est-ce qu'il a? Il a son bâtiment juste avec l'amiante en moins, même si on réfléchit à moyen long terme, il s'est débarrassé d'un problème. Alors après, voilà, donc il y a des maîtres d'ouvrage, de toute façon, c'est une charge et ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible, donc ils consultent trois désamianteurs sans cahier des charges et puis le chantier se passe comme ça. Et puis il y a des maîtres d'ouvrage qui sont quand même plus sensibilisés, hein, parce que depuis quelques années quand même, de manière générale, les organismes de prévention, les organismes de contrôle sensibilisent aussi les maîtres d'ouvrage. Et puis il y a des maîtres d'ouvrage qui sont plus sensibles et qui à partir de ce moment-là, parce que ils veulent être assurés sur la conduite des travaux, qui veulent être sûrs que l'argent déjà qui vont devoir dépenser là-dedans sera, on va dire, bien dépensé, pas de gabegie, et puis parce que après il y a les contextes particuliers d'intervention en site occupé ou partiellement occupé qui fait que certains maîtres d'ouvrage, et je dirais c'est pas lié, c'est vraiment une question de sensibilité, c'est pas lié au volume des travaux, hein. J'ai un chantier en cours sur lequel j'étais ce matin, c'est un chantier à 40 000 € avec juste de retrait de colle de plainte dans des WC dans une résidence universitaire, et donc il a fait le choix, le maître d'ouvrage a fait le choix de prendre un maître d'orientation, alors que la résidence est totalement inoccupée parce que c'était prévu comme ça, parce que même hors contexte Covid, tous les étudiants devaient être en stage, donc la résidence devait être inoccupée. Mais voilà, il a fait le parti de s'enquérir d'un maître d'œuvre amiante parce qu'il veut que les choses soient faites correctement et suivies. Oui, mais comme on est en termes de santé publique, est-ce que ne pas faire les choses très, comme vous le décrivez, hein, au cordeau, suivre le chantier avec quelque chose qui a du sens, hein, pour protéger les opérateurs et les environnements, c'est ce que le maître d'ouvrage ne prend pas des risques colossaux à pas le faire comme ça, parce que finalement, si demain, parce qu'on a eu une conférence sur ce sujet-là qui était sur la pollution. Si demain, je crée de la pollution, du coup, j'ai des coûts induits qui peuvent être colossaux, et puis j'ai des responsabilités juridiques aussi. Bien sûr, il y a un risque, hein. Voilà, il y a un risque, hein. Pas de suivi, il y a un risque, voilà, que dans un premier temps, je sais pas, ça interpelle des voisins, des choses comme ça, qui voient les chantiers de désamiantage, et puis il y aura un contrôle inopiné d'un inspecteur du travail, et puis le chantier sera bloqué. Il y a un risque parce que d'une pollution non maîtrisée. Oui, il y a un risque, forcément. Alors, il y a une question de Marie-Françoise qui dit, y a-t-il je la comprends pas complètement, mais je vous la pose. Compatibilité entre brumisation et filtre analysable. Est-ce que vous voulez répondre? Faut voir les conditions. Après, dans le cadre il faut utiliser des têtes de prélèvement. C'est vrai, quand on n'utilise pas de tête de prélèvement, c'est déjà plus compliqué. Et puis après, il faut voir les conditions de chantier et voir ce qui est possible. La question de fond, c'est que l'eau qui est le moyen qu'on préconise pour faire du retrait d'amiante pour abattre les poussières, c'est pas très copain avec les filtres qui sont sur les filtres de prélèvement. Alors en fait, c'est ça. C'est une règle. Alors là, je parle parce que j'avais un laboratoire, donc c'est une règle en fait dans le cadre de l'analyse du filtre. En fait, c'est une règle particulière. C'est qu'en fait, s'il est trempé, on ne peut pas l'analyser en fait. Donc une règle d'acceptation. Donc elle a raison sur le principe, effectivement, c'est souvent quelque chose, une problématique dans des mesures qui sont faites, mais il y a toujours un moyen, d'où l'intérêt d'un échange parfait entre le préleveur qui n'est pas simplement un préleveur, qui est aussi un préleveur qui doit discuter avec les personnes du chantier pour vérifier ce point, parce que c'est un point de contrôle qui est important dans le cadre de l'analyse du filtre derrière. Ouais. Oui, donc il peut y avoir des cas où c'est pas analysable à cause de la quantité d'eau, hein. C'est un des éléments qui rend recevable ou pas l'acceptation du filtre à l'analyse. Il y a une remarque de Jean-François, qui faisait peut-être écho à la conférence qu'on a eue ce matin où on a parlé pas mal du BIM. Mais peut-être que ça existe, le BIM dans l'air. Ne permettrait-il pas de faciliter l'élaboration de stratégies et la communication entre tous les intervenants? Autrement dit, un logiciel qui partage les informations, hein. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Alors, moi, ma connaissance, alors je ne sais pas Thomas si tu en as vu, mais moi, j'en ai pas encore vu. Mais j'ai un dossier où on commence à en parler sur un très, très gros dossier.
C'est-à-dire de répertorier sur le BIM, disons, sur la maquette numérique, la maquette du bâtiment, la maquette Oui, numérique c'est du bâtiment, on commence à répertorier tous les prélèvements d'air. Bon, en fait, ça permettrait, alors si c'est Jean-François, c'est ça son nom, ça permettrait Jean-François, en oui. fait de pouvoir rendre plus représentatifs les éléments, les points de contrôle, en fait, les points de pose des ponts. Mais bon, j'en ai pas encore vu en direct fait parce que pour l'instant, c'est encore de l'hypothèse. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour là sur cette table ronde.